cette nouvelle rencontre dans le cadre du pôle francophone de la UAM. Et aujourd'hui, c'est à mon très grand plaisir que je vous présente Madame Danielle James-Raoul. Elle est professeure à l'université de Bordeaux, Michel de Montaigne. Elle est également membre de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialiste de la littérature arthurienne, de même que de la rhétorique et de la stylistique médiévale. Et elle a accepté notre invitation pour nous parler d'un sujet qu'elle connaît très très bien, c'est le monde arthurien. Un monde de l'univers arthurien qui pourrait nous sembler très éloigné, situé dans un passé révolu, mais qui pour autant est présent dans notre civilisation. C'est justement le fil conducteur de son exposé, de sa conférence. Il va nous donner des balises pour découvrir, pour soulever certains de ce réécriture, de ce rémanence. Et bon, nous n'avons qu'à t'écouter. Danielle, merci infiniment d'être avec nous. Tu as fait un grand effort pour te déplacer et donc nous t'écoutons. Un plaisir. Para empezar, me gustaría agradecer calurosamente a la profesora Pilar Suárez y au pôle francophone de la Universidad Autónoma de Madrid su invitación. Je vais continuer maintenant en français, je serai plus à l'aise. Alors, depuis la fin du XXe siècle et jusqu'en ce début du XXIe, le monde arthurien s'est imposé à nous par ses héros, ses valeurs, ses aventures ou ses merveilles, et on peut avoir l'impression que la culture contemporaine a été envahie par tout cela. Et bien plus même que cela avait existé au préalable au XIIIe siècle, qui était considéré pourtant jusque-là comme l'apogée de cette présence renommée, ou même au XIXe siècle, dans le sillage de la mouvance romantique et de la redécouverte du Moyen-Âge. Alors cet accaparement ou cette conquête est sensible de façon médiate ou bien de façon immédiate dans la littérature, tout genre confondu, au premier plan duquel figure bien sûr le nouveau genre de la fantasy, mais aussi dans la bande dessinée, au cinéma, dans la télévision, le théâtre, les spectacles, les jeux de toutes sortes, les jeux de rôle, les jeux vidéo, les jeux de société, et encore dans les lieux, dans les noms d'enseignes ou de marques, dans les prénoms même que l'on donne aux nouveau-nés. Le monde arthurien qui nous est présenté aujourd'hui n'est certes pas tout à fait conforme à celui des premiers textes, en vers puis en prose, de la deuxième moitié du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe, qui lui ont donné son essor, sinon sa naissance, en France d'abord, puis dans le monde anglo-normand, puis enfin dans toute l'Europe occidentale, y compris en Espagne. Ce monde qui a été remixé résulte effectivement d'une succession de révisions, de transformations opérées au gré du temps dans et par le monde anglo-saxon. C'est surtout la légende telle qu'elle a été résumée et compilée par un auteur anglais, Thomas Malory, à la fin du XVe siècle, qui a servi de base à ces reprises et qui a été repris une première fois à l'époque victorienne et dans notre contemporanéité, cette fois-ci par la culture états-unienne en propre, qui l'a diffusée avec le succès que l'on connaît. L'arme de ce remixage, c'est de nouer le passé au présent, c'est de nous parler de notre présent en s'appuyant sur ce passé, en conjuguant l'imaginaire et la réalité pour produire des récits fabuleux, truffés de possibles fantasmagoriques, aussi bien que de références légendaires plus ou moins historiques. Le monde en fer est effectivement un monde médiéval fantasmé, un monde d'aventure et de quête,
peuplé de rois et de chevaliers, de guerriers héroïques, de mages tout-puissants, de créatures merveilleuses, des géants, des nains, des fées, des dragons et autres monstres inattendus, proprement chimériques. Ma conférence voudrait en donner un aperçu qui sera nécessairement incomplet et subjectif, parce que je ne suis pas non plus aussi spécialiste de médiévalisme, mais aussi tant à cause tant en raison du fait que le sujet est tentaculaire sur notre culture. De mon point de vue, cela n'a aucune importance et je l'assume complètement, parce que vous allez faire de votre côté la moitié de la conférence. Je suis persuadée qu'une fois que vous aurez été mis sur la piste arthurienne, chacune et chacun d'entre vous sera à même d'enrichir mon propos, d'adapter mon propos à ses goûts et à ses connaissances. Le monde arthurien est un monde aventureux en devenir. Certes, ce monde a tout pour plaire. Ces caractéristiques expliquent l'engouement dont il est l'objet, non seulement la tradition textuelle qui lui a donné naissance, mais aussi l'ancrage dans la réalité de certains de ses personnages et l'ancrage également structurel de ses fictions. Alors, en faire un petit bilan m'a semblé dans un premier temps indispensable et sera évocateur, comme vous allez le voir. Toutes et tous, vous allez opérer des rapprochements inévitables avec les éléments que vous connaissez, ou bien même que vous allez reconnaître et qui ont été légués et mis au goût du jour, entre autres, par la fantaisie, mais pas seulement. Le roi Arthur, premier point essentiel, aurait une existence historique, on le pense aujourd'hui. Son modèle serait un chef de clan obscur brito-romain et chrétien, peut-être un petit roitelet de Grande-Bretagne, qui aurait lutté pour sauver le monde des envahisseurs germaniques, les Angles et les Saxons. Les premières allusions à ce fameux roi se trouvent dans des textes gallois qui ont pour dessein de faire de la propagande et de montrer que leur peuple, lui aussi, a un grand roi. Celui-ci, effectivement, aurait rapporté au début du VIe siècle, en 516, une grande bataille au mont Vadon, qui est un lieu non identifié, et il serait mort quelques années plus tard en compagnie d'un certain Médraout, le mordrait des textes arthuriens. Arthur aurait donc été le dernier grand chef breton à lutter contre les envahisseurs germaniques, qui allaient pourtant finir par l'emporter et bientôt rebaptiser le territoire de leur conquête Angleterre, c'est-à-dire la terre des Angles. Alors c'est surtout le pays de Galles, dont les habitants et la langue sont de souche celtique, qui va préserver la mémoire de ce chef de guerre qui a su fédérer les clans autour de lui sur sa personne. Au XIIe siècle, sous la plume d'un clerc gallois, Geoffroy de Monmouth, qui écrit en latin une histoire des rois de Bretagne, une chronique appuyée sur des récits légendaires et faisant la part belle déjà à l'invention, les péripéties du roi Arthur, qui est désormais le descendant d'Énée, le héros troyen prestigieux qui a conquis le Latium, eh bien, ces péripéties sont amplifiées et sont magnifiées dans une kyrielle d'exploits. Vous voyez le roi Arthur représenté dans un manuscrit du XVe siècle. Alors, important parce que ce sera réexploité au XXe siècle, au XIXe d'abord et ensuite au XXe, cette histoire exploite un motif qu'on appelle la translatio imperii et studii, selon laquelle le pouvoir et la culture seraient partis de Grèce pour aller vers l'ouest, en Italie, puis encore plus à l'ouest, en France et en Angleterre. L'un de ces exploits qui est raconté dans ce texte, par exemple, est la victoire remportée en Gaule par Arthur sur l'empereur romain.
Ça en dit long sur la manière dont on veut faire l'éloge de ce roi. Alors, le succès de cet ouvrage, de cette histoire est immédiat, colossal, en jugé par le nombre de manuscrits. Il est rapidement traduit en français vers 1155 par un clerc anglo-normand, Vasse, qui gravite dans les milieux du pouvoir et qui, à son tour, va inventer quelques épisodes fameux, par exemple la conception adultérine d'Arthur, l'invention de la table ronde, qui est ronde pour éviter toute préséance, pour imposer l'égalité entre les compagnons qui y siègent, et aussi, bien sûr, la confrérie du même nom, qui réunit les meilleurs chevaliers du royaume. Le monde arthurien qui est créé bénéficie à la fois d'un fond mythologique chrétien, d'un fond mythologique celtique païen et de l'influence très chrétienne de son temps. Cette œuvre a été effectuée sur commande du pouvoir politique royal plantagenet qui veut pouvoir se revendiquer d'un souverain aussi illustre que Charlemagne, derrière lequel s'abrite la dynastie royale de France, et ce pouvoir plantagenet veut faire connaître cette histoire en la faisant écrire en français, c'est-à-dire aussi en la divulguant, en la faisant comprendre du plus grand nombre. Le roi Arthur, désormais, est l'ancêtre des rois qui sont sur le trône. Les Plantagenets se montrent comme étant les descendants très réels de ce roi Arthur. Il est donc censé faire pièce à Charlemagne. Le roi Arthur est une fierté locale anglaise, pas seulement la galloise, je dis bien anglaise, c'est-à-dire aussi beaucoup plus largement bretonne et comme telle susceptible de transcender les particularismes régionaux de l'Angleterre de cette époque et de rassembler autour de lui. De roi breton qu'il était, Arthur va devenir désormais dans les mentalités le roi d'Angleterre. La fascination pour les romans dits encore des chevaliers de la table ronde s'exerce d'emblée à l'époque médiévale et dans toute l'Europe occidentale. Une immense production littéraire et artistique voit le jour, d'abord en vers, avec les romans notamment de Chrétien de Troyes, puis en prose, dans des romans fleuves, le Lancelot Graal, appelé aussi la Vulgate, comme la Bible, le Tristan en prose, Giron le Courtois, sont peut-être des titres qui vous évoquent quelque chose. Mais il faut savoir que les ouvrages produits sont sans cesse repris, continués. On parle sans cesse d'un ouvrage à l'autre des ouvrages précédents. Le nombre de manuscrits dévolus à cette matière est immense et témoigne d'une popularité large, d'une popularité rapide, mais aussi d'une popularité très spécifique, sans commune mesure, par exemple, avec celle des chansons de gestes, selon un rapport dans les manuscrits de 1 à 100. Alors, des spectacles arthuriens sont même organisés dès l'époque médiévale, de très bonne heure, dans les années 1210, au début du XIIIe siècle, à Chypre ou au Proche-Orient, notamment par les croisés, qui se languissent de leur culture, de leur pays. Et puis, ce nombre de fêtes et de spectacles s'accroît à la fin du Moyen-Âge. On assiste à des fêtes en déguisement du temps passé. On assiste à l'organisation de tournois qui mettent à l'honneur des chevaliers censés jouer des personnages littéraires qui sont devenus ni plus ni moins des modèles dans la vie pour les aristocrates qui cherchent à les imiter, voire à les égaler. Alors, il faut savoir que c'est la composante guerrière et courtoise qui, dans ces fêtes, dans ces spectacles, dans cette réception, est exaltée, et non pas la scène du Graal, qui est pourtant au cœur d'une quête qui a généré nombre
d'aventure arthurienne. Cette quête du Graal, ou cette scène du Graal est complètement délaissée, comme si elle n'intéressait pas. Le monde arthurien, dès cette époque, est un monde de l'élite pour une culture de l'élite. Une remarque s'impose. Ce n'est pas le seul roi Arthur qui est plébiscité, peut-être parce qu'il perd rapidement de sa superbe comme actant à partir de Chrétien de Troyes, donc dès la deuxième moitié du XIIe siècle, après avoir été montré dans les premiers textes comme un guerrier plein de bravoure. Mais Arthur est un personnage suffisamment riche et complexe pour apparaître comme la figure véritablement tutélaire de ce monde. Et dès le XVe siècle, vous voyez la photo magnifiée de ce souverain plein d'or et d'éclat. Arthur est la boussole, l'encre, le phare, les métaphores ne manquent pas. Et c'est lui qui donne son nom comme un label au royaume d'Angleterre qu'il gouverne. Alors, je vous rappelle qu'il est le fruit d'un adultère commis grâce à l'aide des enchantements de Merlin. Il a été retiré à sa mère, la duchesse de Cornouailles, dès sa naissance, et il a été confié à un paysan qu'il a élevé sans lui dire qu'il était d'origine royale, jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme roi, parce que lui seul finit par retirer une épée merveilleuse fichée dans un bloc de pierre posé sur le parvis de la cathédrale du royaume et affichant une inscription selon laquelle seul celui qui pourra retirer l'épée sera sacré roi. Ses origines, sitôt cet exploit réussi auquel rien ni personne dans son entourage ne le laissait espérer, sont rapidement dévoilés et Arthur monte sur le trône et s'impose comme roi. Il va désormais incarner la souveraineté. Or, la souveraineté ne peut être risquée dans les combats, et c'est donc à son neveu Gauvin qu'il confie la relève, ainsi qu'à ses chevaliers dévoués. Le roi est le garant de la justice. Il assume des devoirs de gouvernance avec bienveillance et mesure. Il reste à l'écart des aventures qui se déroulent dans son royaume. Il est au-dessus de la mêlée. Et son retour, in fine, sur les champs de bataille à Salisbury va correspondre à sa perte, puisqu'il y sera blessé à mort et, comme tel, emporté par les fées dans l'île d'Avalon, après qu'il aura jeté son épée Excalibur dans un lac. Au Moyen-Âge, il se dit, après cet ouvrage qui a mené le monde arthurien à sa perte et qui a vu décimer presque tous les chevaliers arthuriens, il se dit que le roi Arthur n'est pas mort et qu'il reviendra. Pour un des spécialistes de la question aujourd'hui, Arthur est le roi qui fut, et le roi qui fut est aussi celui qui sera. Alors, si ce n'est pas le roi Arthur qui est plébiscité en dépit de son envergure, c'est le monde arthurien qui l'est, d'abord avec ses personnages, notamment les chevaliers de la table ronde, Guenièvre son épouse, Merlin l'enchanteur, Gauvin son neveu préféré, Lancelot l'amant de la reine, Yvain le chevalier au lion, Perceval le gallois, Morgane la fée sa demi-sœur. Ensuite, c'est l'immense territoire qui s'étend jusqu'en France, ce qui n'est pas anodin dans la situation historique de querelle qui existe à cette époque-là. Et ensuite, les valeurs, les aventures qui donnent au royaume arthurien sa renommée. Le royaume arthurien est une terre de merveilles où la magie accourt. Merlin, après avoir été le fidèle compagnon du père d'Arthur, le roi Uther, devient le conseiller du fils, mais sa présence auprès du roi ne va guère durer ou n'est guère évoquée une fois que celui-ci sera monté sur le trône. Merlin est lui aussi un personnage extrêmement riche et complexe, et c'est l'un des
pilier arthurien, on dit parfois que c'est le personnage numéro 2 de ce royaume. Comme de nombreux autres êtres mythologiques, folkloriques ou légendaires, Merlin, vous le savez, passe pour avoir des origines fabuleuses qui vont lui assurer un capital de talent exceptionnel. Il est le fils d'un incube et d'une jeune vierge vertueuse et pieuse. Et comme tel, il est d'emblée au cœur de la lutte entre le bien et le mal. De son père démoniaque, il connaît en particulier tout le passé. C'est un devin à qui rien de ce qu'il s'est passé n'échappe. Mais, retournement imprévu par rapport à ce qu'escomptaient les diables qui ont souhaité et mis en œuvre sa conception. Sa mère va le sauver des griffes du diable parce qu'elle va conserver sa foi en Dieu, elle va se confesser et se repentir sincèrement d'avoir péché malgré elle. Elle fait pénitence et de ce fait, elle est absoute par le prêtre et dès lors mène une vie strictement vertueuse. Du coup, Dieu va accorder à Merlin le pouvoir de connaître l'avenir, parce que Dieu veut permettre à cette créature, si elle le souhaite, de lutter efficacement contre son destin diabolique. Ce sera à Merlin de choisir quelle voie il souhaite être la sienne. Toutes les rédemptions sont possibles, même les plus désespérées. C'est la voie qui est inaugurée au Moyen-Âge par l'un des écrivains, Robert de Boron, dans son Merlin. Homme de la métamorphose, Merlin va apparaître tour à tour dans les textes qui le mettent en scène, sous les traits d'un enfant prodige, d'un vieillard, d'un bûcheron, d'un paysan, d'un homme sauvage, d'un génie des bois et même d'un cerf. À la lettre, ce personnage à multiples facettes cumule les dons de prophétie, de divination, de magie. C'est un sage aussi bien qu'un amuseur, qui est introduit dans les hautes sphères du pouvoir et qui décide de la conduite des rois, de leur royaume. C'est le maître des fées, c'est une référence en sagesse et en ingéniosité, célèbre également pour ses inventions, même ses inventions techniques, et pourtant, par amour, il finira par se laisser berner par ses belles élèves, déchirant dès lors les solitudes boisées de ses plans. D'autres magiciennes et magiciens lui emboîtent le pas, mais œuvrent quant à eux tantôt pour le bien public, les fées telles que la Dame du Lac qui élève Lancelot, et tantôt pour la perte des individus, ce que ne fait jamais Merlin. Alors on peut penser à Morgane, à Viviane, à d'autres magiciens moins connus. Ces mages, ces magiciens, magiciennes sont la plupart du temps des êtres merveilleux, ce qu'on appelle des créatures fées, des hommes ou des femmes. Mais parfois, ce sont des humains qui sont des savants, qui se sont cultivés dans les grimoires et qui ont appris la magie. Et c'est le cas notamment de Viviane, qui va apprendre sa magie de Merlin, qui, parce qu'il est amoureux d'elle, va lui confier tout son savoir et qui va finir par être éliminé, emprisonné ou mis à mort, selon le texte, par celle qui va devenir plus fort que lui grâce au pouvoir qu'elle a appris. Il faut se dire que tous ces magiciens, même à l'époque médiévale, représentent l'ordre ancien du monde, ces anciennes croyances, ces anciens dieux, ces esprits primordiaux qui hantaient la nature et qu'ils savaient encore entendre, comme les anciens druides qui étaient les gardiens du savoir chez les Celtes. Cet ordre est en passe de s'effacer au XIIe et surtout au XIIIe siècle, à mesure que la christianisation qui caractérise l'ordre nouveau est accompagnée, elle aussi, pourtant, de phénomènes inexplicables, incroyables, les miracles, se renforce dans le monde et sans tolérer quelque entrave que ce soit. La présence de ce monde de magie, bien sûr, se teinte de mystère et d'admiration autant que de crainte.
La cour du roi est le lieu de la paix en même temps qu'un creuset de valeurs guerrières et courtoises. Elle est un modèle de bienveillance pour tous. Elle est aussi le lieu de la mémoire du temps et des aventures qui sont soigneusement consignées dans les livres. Quand les chevaliers ont terminé l'aventure, ils doivent en effet revenir à la cour du roi Arthur pour faire le récit de ce qui leur est arrivé, et ce récit est consigné pour qu'on en garde la mémoire. La cour est aussi le lieu d'où va émaner une quête singulière, celle du Graal, et ce qui est à l'origine sans doute une belle pièce de vaisselle, sans doute un vaste plat qui contient une simple hostie permettant à un roi blessé, le roi pécheur, de survivre, va bientôt devenir, sous le fait de la christianisation, le Saint Graal, le récipient qui aurait été le calice de la Seine le jeudi saint, puis aurait recueilli le sang du Christ lors de sa passion. Dès lors convoqué dans les textes comme une sorte de ciboire ou de calice, le Graal va dispenser à tout un chacun de la nourriture, comme les chaudrons et les cornes d'abondance celtiques, mais il va dispenser aussi la grâce de l'Esprit Saint, comme les objets liturgiques de la messe chrétienne pour les croyants. La quête du Graal va être dès lors montrée comme étant une forme d'accomplissement des hommes, des guerriers, grâce à la mission sainte qui leur est dévolue. Pour trouver le Graal, il s'agit d'en être digne et de faire en sorte que la chevalerie terrestre ne soit pas condamnable, ne soit pas condamnée en raison des morts qu'elle occasionnerait, et qu'elle rejoigne ce qui est donné comme une chevalerie terrestre. Seul Galahad, le fils de Lancelot, y parviendra. Lui est véritablement un miles Christi, c'est-à-dire un soldat du Christ. Lui est l'élu. Le monde arthurien, vu ainsi, a donc tout d'un lieu quasi utopique. Alors après une reviviscence bien connue au XIXe siècle, la popularité pour le Moyen-Âge et en particulier donc, pour le monde arthurien, ou sans doute plus justement pour leur représentation, a refait surface à la fin du XXe siècle. Et j'emploie le mot de popularité pour dire aussi que cela s'est accompagné d'un élargissement du public. Pourquoi? D'abord, assurément, parce que le passé évoqué, qu'il soit anachronique, qu'il soit de pacotille ou qu'il soit fondé historiquement, nous parle toujours du présent, de nos aspirations, de nos rêves, de nos souhaits, de nos peurs ou de nos inquiétudes aussi. Le monde arthurien a ceci de spécifique qu'il a un pied dans l'imaginaire et un autre dans la réalité, semble-t-il. Il s'est construit autour des personnages d'Arthur et de Merlin, dont les historiens pensent qu'ils ont véritablement existé au VIe siècle, comme je vous l'ai dit. De ce fait, le monde projeté par ces aventures ou par cette matière arthurienne est un monde possible ou un monde de possible, c'est-à-dire un monde qui peut être réinvesti par l'homme moderne, dans lequel celui-ci aurait pu vivre et qui ouvre l'imaginaire et la compréhension à ce que Paul Ricoeur a appelé, par exemple, de nouvelles possibilités d'être au monde. L'univers arthurien capitalise la nouveauté sur de l'ancien de manière dynamique et propre, à toujours satisfaire les nouvelles demandes de son public dans la diachronie, dans le temps. Ensuite, la plasticité de cet univers dont les frontières entre réalité et fiction sont particulièrement poreuses, et sa proportion à toujours s'élargir à l'image de la littérature qu'il a portée, explique cette déferlante de succès. Comme dans un mythe, le récit arthurien est un récit fabuleux qui est doté d'une assise large et qui a toujours été capable d'être complété, de se renouveler, d'être en mouvement. Pendant un siècle, au Moyen-Âge,
le monde arthurien s'est élargi, s'est enrichi indépendamment de son socle de personnages qui restait stable et aussi de sa localisation proprement bretonne dans un passé de convention, mais qui déjà avait été adapté à la réalité, à la contemporanéité du public de l'époque. Autour de ce noyau romanesque donc centré sur Arthur et ses familiers, le personnel arthurien, le personnel romanesque, n'a cessé de s'accroître au fil des aventures qui le faisaient exister. Le monde arthurien est donc un monde en perpétuelle extension qui a accueilli toutes sortes de créatures réunies ou opposées et il est dans la logique de ce monde de continuer à s'étendre. Les personnages exceptionnels, parfois dotés de dons peu communs, affrontent incessamment les forces brutes négatives de la nature. Leurs aventures touchent à de nouvelles facettes, à de nombreuses facettes de notre destinée humaine et les aident à trouver qui ils sont vraiment. Le roman arthurien remplit ainsi, d'une certaine manière, la fonction d'un roman d'apprentissage. Certaines intrigues sont simplement amoureuses, d'autres sont beaucoup plus dramatiques, fruits de trahison, de mensonges, de rivalité, mais toutes ou presque ont finalement la plasticité nécessaire pour s'adapter à n'importe quelle phase du temps et de civilisation, et elles ont en propre la faculté de pouvoir être récupérées par la culture ambiante. Enfin, les motifs sont nombreux qui entrent en résonance avec l'actualité du public, quelle que soit l'époque, et en particulier avec notre actualité. J'en donne quelques-uns, mais je pourrais accroître cette liste qui est loin d'être exhaustive. La nature y est toute puissante dans cet univers. Elle exerce ses droits sans être abîmée, détruite ou canalisée. L'homme subit ces phénomènes sans pouvoir toujours expliquer ceci, d'ailleurs de manière rationnelle. Il vit au rythme de saisons marquées, bien différenciées entre une belle saison et une mauvaise saison, revenant régulièrement à date fixe, en bonne intelligence avec le monde animal et végétal qui lui permettent de se nourrir. Les rapports sociaux sont gouvernés par des liens communautaires, rassurants, qui protègent de la solitude, des liens de parenté, bien sûr, très forts, mais aussi des liens de compagnonnage, d'appartenance à un terroir, à un projet, à une même religion, à un même état social. Par-delà ce qui pourrait sembler être des injustices ou bien l'étroitesse de ses limites et de ses bornes multiples, l'être possède une place assignée, mais dont sa propre volonté et la fortune, à savoir Dieu ou le hasard, peuvent néanmoins le faire sortir. La créature humaine est donc libre de se dégager, de se libérer des entraves que lui a donné sa naissance, et s'il le souhaite, et s'il s'en donne les moyens. Le savoir-faire manuel est prisé. L'intelligence et le talent peuvent rendre ce monde lumineux, malgré le manque de confort, de commodité matérielle, de connaissances scientifiques susceptibles d'expliquer le monde ou de le rendre plus facilement consommable, de le dompter. Les communications entre les gens se font dans le monde réel, au gré des rencontres, des visites, des déplacements, des lettres. La conscience de monde parallèle aussi est très vivace, léguée par la mythologie celtique qui fait coexister en toute simplicité et en bonne intelligence le monde des humains et l'autre monde féerique, surnaturel, caractérisé par ces êtres supérieurs lumineux à la blancheur éclatante. On passe de l'un à l'autre en franchissant un seuil marqué, une rivière,
une lisière de forêt, parfois un pont, mais parfois aussi sans s'en apercevoir. Ce n'est pas plus compliqué que cela. L'accession à un monde où le temps sera différent, où la nature sera luxuriante, où la couleur blanche va être très sensible, en seront des signes. Il existe donc dans ce monde arthurien une sorte d'immédiateté ou de simplicité qui peut faire rêver et qui peut faire penser à une sorte d'âge d'or de l'Occident. Pourtant, évidemment, l'époque médiévale est aussi traditionnellement associée à la barbarie, à la misogynie, aux superstitions naïves et simplistes, étriquées, à l'absence de savoir partagé, au fanatisme religieux, à l'intolérance, aux guerres incessantes pleines de violence, au pouvoir contesté, à des périodes de disette, de famine, de maladies qu'on ne sait pas soigner, de pandémie déjà. La vie y est particulièrement précaire. Au début des années 80 en Angleterre, un courant de contre-culture que l'on a appelé le mouvement gothique a contribué à ressusciter ce Moyen-Âge obscur et noir et à le faire revenir sur scène. Dans la mouvance de la musique punk, du cinéma fantastique américain, des récits utopiques allemands, ces jeunes adeptes, vêtus, maquillés de noir, arborant en guise d'enseigne des animaux ou des attributs d'animaux qui suscitent traditionnellement la répulsion, des ailes de chauve-souris, des plumes de corbeau, des toiles ou des fils d'araignée, ont célébré la noirceur du monde et de la société qui leur avait été léguée et dans laquelle ils vivaient. Pour le grand public, cette noirceur a été rapidement associée à une époque sombre, beaucoup trop lointaine pour être bien connue, un âge entre deux âges, un âge long et quelque peu indéfini entre Antiquité romaine et Renaissance, le Moyen-Âge, proprement dit précisément comme son nom l'indique. Une série de clichés sur cette époque a donc refait surface, admis comme des certitudes avec d'autant plus de facilité que les gens ne connaissaient rien ou pas grand-chose à cette époque, à part quelques intellectuels ou spécialistes doués d'une vision contrainte par leur connaissance. Dans le panorama médiéval, le monde arthurien fait figure de microcosme. Les paradoxes associés à l'époque médiévale par la contemporanéité sont certes présents, mais ils sont redistribués sur deux camps distincts qui dissocient les forces positives et les forces négatives, et cela va être récupéré par la culture à la fin du XXe siècle. Le monde représenté fonctionne souvent par l'intermédiaire de couples antinomiques, de manière manichéiste, à la fois terrifiante et rassurante, parce que ce partage ou ce découpage permet aisément aussi au public de choisir son camp, d'affermir ses vertus ou au contraire de laisser libre cours à la part sombre qui l'habite. Le monde de la cour d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, globalement, est le monde de la positivité. C'est un monde ouvert, spirituel, galant, mystique. Il est foncièrement censé représenter de façon élogieuse à ses origines le monde aristocratique réel, un monde de beauté guidé par des valeurs comme la vaillance et la bravoure, la véritable dévotion, la piété. La courtoisie y est essentielle, c'est la caractéristique de gens qui sont bien nés, c'est-à-dire de gens nobles, bien éduqués, ayant de belles manières, un monde de valeurs, de vertus, de générosité, de gens qui sont aptes à aimer vraiment en réfrénant leurs désirs et en se soumettant pour les hommes à la femme de leur pensée, leur dame. Ce sont des gens qui sont aussi unanimement beaux. Dans ce monde aussi, les femmes ont une place, ce qui au XIIe siècle était d'une récente nouveauté, et les hommes ont dû apprendre à composer avec elles, à les respecter, à les protéger, à les aimer. Ce monde
et donc un monde qui est aisément identifiable, ne serait-ce que de façon fantasmée, au monde contemporain. Mais il doit faire face à un contexte environnement de forces négatives qui ne cesse de l'assaillir, de le perturber, de le mettre en danger. C'est un monde à la fois clos et extérieur au monde de la cour. C'est un monde dogmatique, c'est un monde obscur, c'est un monde occulte, c'est un monde de violence, un monde de mauvaises coutumes, de mauvais sorts qui détériore les territoires, qui détériore les liens entre les gens. C'est un monde de traîtrise, c'est un monde de fourberie que ce monde de l'ailleurs, que ce monde de l'autre, que ce monde de l'extérieur à la cour du roi. C'est aussi le monde de l'inavouable qui est habité par des créatures monstrueuses, dangereuses, qu'il s'agit de combattre et d'éliminer. Et l'aventure est là précisément qu'il faut tenter pour sauvegarder le monde arthurien. Alors parmi ces forces négatives, outre les nombreux nains ou les géants, les monstres saurochtones, les dragons, on retiendra Morgane, la demi-sœur d'Arthur, qui est une femme savante, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui au départ est l'allié du roi dans les premiers textes, mais qui va devenir son ennemi, et que son image immodérée de la magie va faire devenir noire. On pourrait signaler Méléagant, mais surtout Mordred, le fils incestueux d'Arthur, qui va se rebeller contre son père, le trahir en faisant sienne l'épouse du roi Guenièvre, puis qui lui donnera le coup fatal dans un combat meurtrier dont j'ai parlé tout à l'heure. Au cœur du médiévalisme, la fantaisie arthurienne va s'implanter. Elle ne va faire qu'exploiter la formidable capacité d'adaptation caractéristique de la légende arthurienne et poursuivre donc à son tour une longue tradition de réécriture, aussi parce que l'aspect familier et malléable de ces histoires leur permet d'être adaptées librement, aussi parce que les valeurs qu'elles véhiculaient à un moment donné dans la société ont été des valeurs forces que les pouvoirs dominants voulaient mettre en avant. La fantaisie arthurienne constitue un sous-genre de la fantaisie à part entière, mais certains considèrent même que le mythe arthurien, par l'imaginaire fertile qu'il déploie, est en fait à la base de la fantaisie. On compte aujourd'hui un nombre impressionnant de créations consacrées au roi et à ses compagnons, comme nous allons le voir. Alors la fantaisie, vous le savez, c'est un genre littéraire qui place les aventures dans un monde inspiré du Moyen-Âge où règnent les merveilles, la magie, et ce genre s'est emparé de l'univers arthurien dès le 19e siècle, mais il a été popularisé au 19e siècle par la plume d'auteurs comme John Tolkien, l'auteur bien connu de Bilbo le Hobbit, et aussi du Seigneur des Anneaux. Vous savez qu'il a également laissé des notes préparatoires à un ouvrage ultérieur dont s'inspire la sortie qui vient de sortir sur une plateforme de streaming bien connue et qui s'appelle Les Anneaux de pouvoir. Plus récemment, son héritier, George R.R. Martin, et vous savez que le choix des deux initiales R.R. Ont été adoptés par l'écrivain en signe d'hommage à Tolkien, avec la saga de Game of Thrones, lui a emboîté le pas et il a à son tour remodelé le genre en proposant une version nettement plus sombre, violente, amorale du Moyen-Âge. Même si certains personnages ont pu continuer à véhiculer les valeurs positives du monde arthurien. L'utilisation de la légende arthurienne dans la fantasy s'explique par une sorte de connaturalité les unissant. Tous les ingrédients chers à la fantasy sont présents dans le monde arthurien. Un roi charismatique, Arthur,
accompagné de chevaliers émérites de la table ronde, à la recherche d'une relique sacrée, le Graal, dans un monde de paix et un monde réconfortant, puisque les individus nocifs sont éliminés, le tout à l'aide d'un enchanteur aux dons prophétiques et face à des ennemis souvent quelque peu caricaturés. Cette trame générale associe également aux personnages principaux des êtres merveilleux qui tantôt aident et tantôt s'opposent aux héros, qui tantôt aident les héros et tantôt s'opposent à eux. Morgane, la Dame du Lac, ajoute aussi un peu de féminité, entre autres, dans cet univers très masculin, même si elles sont considérées parfois comme des figures négatives eu égard à la légende noire à laquelle elles ont donné naissance. Mais in fine, le monde légendaire est présenté comme un monde rassurant face à un monde ambiant contemporain nettement plus angoissant. Ce monde représente une certaine forme de lumière et il cherche toujours à s'opposer aux ténèbres. Ces créatures avancent accompagnées de la force. Au sein de la fantaisie arthurienne, on peut distinguer deux branches qui se rejoignent parfois, l'une épique, centrée sur les chevaliers et les combats, l'autre magique, consacrée à la sorcellerie, voire au mysticisme, qui met l'accent sur Merlin et ses compagnons. Alors, les récits plus épiques proposent bien souvent une approche historique qui prétend apporter la vérité sur une légende déformée depuis longtemps, comme chez l'écrivain Bernard Cornwell, la saga du roi Arthur. Cette fantaisie historique peut être aussi l'occasion d'apporter des points de vue nouveaux en donnant la version des faits de personnages restés jusqu'ici à l'arrière-plan. Auteurs et créateurs prennent alors généralement pour cadre les 5e et 6e siècles, période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge sur laquelle, il faut bien l'avouer, nous ne possédons que très peu de connaissances. Alors, c'est par exemple le film d'Antoine Foucault en 2004, Le Roi Arthur, avec plusieurs affiches, et Clive Owen comme Keira Knightley comme personnages, comme acteurs principaux. Mais parfois, le choix est aussi fait de transposer dans la contemporanéité des histoires arthuriennes pour en montrer le caractère éternel. C'est par exemple le choix de Manuel Vázquez Montalbán en 2002 avec son roman Erec y Enid, qui a fait revivre un couple de jeunes Espagnols, Pedro et Myriam, volontaires à Médecins sans frontières et en mission en Amérique centrale, une série d'aventures calquées sur celles inventées par Chrétien de Troyes. Dans l'autre versant de la fantaisie, la magie que l'on rencontre peut être ludique et liée à la nature. Elle revêt aujourd'hui de fortes valeurs écologiques, par exemple dans l'actualité. Dans certains textes médiévaux, la magie blanche de Merlin s'oppose à la magie noire de la terrible Morgane dans un affrontement traditionnel entre le bien et le mal. Dans la fantaisie, la figure de l'enchanteur qui a été repopularisée par, bien sûr, le Merlin l'Enchanteur de Disney, ou bien plus récemment, à peine, non, pas plus récemment, pardon, je me trompe, The Once and Future King, semble d'ailleurs plus présente que celle d'Arthur, soit directement, soit par des avatars. On peut penser bien sûr au personnage de Gandalf chez Tolkien, à Dumbledore chez Rowling. Le personnage de Gandalf est une véritable variante possible de Merlin, dont il épouse un certain nombre de composantes comme magicien lié aux puissances fondamentales du monde, assistant, conseillant les peuples libres en vue de vaincre le mal.
Et on sait qu'avec la chute de Sauron et la fin du troisième âge de la Terre du Milieu, son rôle s'achèvera, il se retirera du monde. Mais le personnage énigmatique de l'étranger qu'on a pu voir récemment dans les Anneaux du pouvoir, qui est arrivé par une comète telle une météorite dans le monde des pieds velus, hein, l'un des peuples hobbits, interroge, et les critiques aussi bien que les fans se demandent s'il ne pourrait pas s'agir de Gandalf, eu égard à leur pouvoir similaire, leur proximité avec le feu. Voilà. Comme Merlin, par ailleurs, Dumbledore, le directeur de Poudlard, a lui aussi une part sombre qui a été dévoilée dans les animaux fantastiques et qui a été montré comme un personnage beaucoup plus ambigu que ce que la saga Harry Potter nous avait montré. Ces deux branches peuvent s'associer à différents degrés pour permettre des réécritures inédites. Alors, je vais aller très vite, mais c'est l'occasion, bien sûr, de mettre en scène des héritiers ou des descendants des héros légendaires, 17. C'est aussi l'occasion dans les jeux vidéo de permettre à chacun de devenir le héros de sa vie médiévale de chevalier. On pense à Donjons et Dragons, à bien d'autres, ce qui permettait, ou ce qui permet encore aux gamers de se plonger dans un monde violent mais enchanté. La fantaisie arthurienne s'est beaucoup plus récemment renouvelée en s'emparant de nouvelles valeurs qu'elle a mises en avant parce que c'était des préoccupations de notre époque contemporaine, comme par exemple la protection de l'environnement, l'intégration des minorités, le féminisme. On peut faire défiler, par exemple, numéro 18, le personnage de Lancelot qui est joué par un Afro-Américain, pour le point de vue de Morgane dans le cycle d'Avalon, la réinterprétation de Guenièvre qui montre qu'être femme à l'époque médiévale n'était pas une sinécure, finalement, et même dans la bande dessinée Lancelot de Jean-Luc Istan, le fils du roi Ban est une femme, est une fille, et non pas un homme, ce qui ne l'empêche pas d'être la guerrière tant attendue des Bretons. Plus récemment, et je terminerai là-dessus, la veine arthurienne a été teintée de parodie. Alors, je dis plus récemment, en fait, c'est dans le sillage de Sacré Graal des Monty Python, et elle s'est imposée dans la série d'Alexandre Astier, Camelot, d'abord souriante, pleine d'humour, un peu plus grinçante et dramatique à partir de la 4e saison, y compris dans le film qui s'en est suivi. Donc, que l'univers arthurien irradie la fantasy est une évidence, mais il influence également bien d'autres domaines. Alors, tout aussi bien politiques, économiques, sociétaux, parce qu'il est à l'avant-garde de la conception, de la représentation aussi des super-héros. Et bien sûr, pour moi, il est impossible d'en mentionner toutes les influences. Je pourrais continuer pendant des heures. Je vous offre un panorama pour finir, pour vous montrer que, par exemple, les prénoms à la mode, quand on montre que les personnages arthuriens ont pu faire retour, contrairement à Arthur, qui était un prénom détesté au Moyen-Âge. Ce prénom est revenu en force à l'heure actuelle. Morgane aussi a pris une belle revanche et a été un prénom donné assez fréquemment jusque vers la fin du XXe siècle, tandis que Tristan, qui était un prénom très aimé au Moyen-Âge, après avoir été longuement en valeur, a disparu. Lancelot, Yvain ne séduisent pas du tout. Arthur et les siens viennent parfois au secours des publicitaires. Vous voyez une colle pour une publicité pour la colle Patex, qui colle mieux que tout autre. Pour la collective des
des cidres de France aussi, il y a quelques années, qui ont mis en scène Arthur et Guenièvre. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter le spot. Ça dure très très peu. Voilà, c'est un spot complètement loufoque. Au début, c'est du silence. Ah, d'accord. Ouais. Ah, il n'y a pas le micro, peut-être. Moi, je peux peut-être le faire entendre. Oui, ça ne marche pas. Je peux l'entendre. Voilà, pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est loufoque, c'est décalé. Ça nous dit aussi que l'univers d'Arthur a envahi le monde contemporain. Pour déchiffrer ce type de publicité, il faut savoir qui sont les héros d'Arthurien. Et puis, bien sûr, il y a toute une série de lieux touristiques, certains ancrés dans une... Enfin, dans une pseudo-réalité que l'on peut faire défiler, que l'on soit à Tintagel, aussi, qui est un lieu magnifique, que l'on soit à Brocéliande avec toutes sortes d'attractions payantes, que l'on soit, ça j'ignorais complètement, dans le comté du Shropshire, avec une publicité sur le site d'Eurotunnel, le Shuttle, qui figure depuis peu et qui nous dit véritable légende littéraire, le roi Arthur fait rêver petits et grands. Aujourd'hui, les historiens s'accordent de plus en plus à dire que le roi Arthur ne serait pas qu'un mythe et aurait bel et bien vécu au VIe siècle. Dans les traces de son existence, des traces de son existence seraient concentrées chez nous. Et alors là, j'ai découvert qu'il y avait un château où le Graal était caché, où Arthur avait vécu, etc. Voilà. Je vais m'arrêter là. Désolée d'avoir un peu dépassé. La conclusion vous appartient. Je vous remercie à la fin. Tu peux aller à la fin. Je vous remercie de votre attention. Gracias por su atención. Voilà. Merci Daniel, c'est nous qui te remercions d'avoir fait cette première partie de la conférence. C'est à nos étudiants de continuer, c'est au public de continuer et à partir de ces balises que tu nous as données, et nous pouvons continuer et nous amuser à reconnaître les recréations et les rémanences, parce que parfois c'est pas évident. Et donc je crois que nous avons pu reconnaître pas mal d'ouvrages, même des pubs qui sont marqués par cet esprit arthurien. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions, quelques suggestions. Enfin, en vous écoutant un film il y a peut-être 20 ans ou 25 ans en France, complètement loufoque, mais je me souviens plus du titre, un retour dans le passé comme ça. Je ne sais pas, il faut se dire, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais vous avez été marqué par ce film loufoque. Je trouve que c'est intéressant. On aurait trop vite fait de rattacher l'univers arthurien à un monde de super-héros, un monde lumineux. Et plus récemment, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce monde a été utilisé aussi comme une arme de la contestation des valeurs non binaires, des combats contre le machisme, le sexisme, pour dire mais c'est un monde de violence, un monde de terreur, un monde sexiste, un monde de mal qui ne font que s'entretuer. Eh bien, montrons ce monde, démontons ce monde plutôt, et montrons-le sous un autre visage qui est plus au goût du jour.
dans la série Camelot d'Alexandre Astier ou bien Sacré Graal. Moi, quand vous dites il y a 20 ans, pour moi ce serait plutôt 30, c'était le premier film loufoque avec sur l'ouverture, on voit un machiniste qui frappe des noix de coco pour imiter le galop d'un cheval. Et on se dit, là, quand j'avais vu ça, je me suis dit, oh, c'est mal parti. Quel visage du monde arthurien va être donné? Et donc, voilà, on démonte pour montrer autre chose et pour montrer autrement. Alors, peut-être que ça me reviendra. Si ça me revient, je chercherai. Une scène dans un supermarché en France. Ah, mais oui, bien sûr, c'est avec Jean Reno, qui vient du Moyen-Âge, qui est un chevalier. Les visiteurs, voilà, qui arrivent dans le monde contemporain. Et bien sûr, c'est exactement, c'est dans la même veine. Et il faut reconnaître que ça fait du bien. Ah oui. Oui, je pense, c'est pas loin. Mais mon sentiment, c'est que de voir ce monde remis en question, là aussi c'est rassurant. C'est nous dire aussi que on n'est pas tous de super-héros et que être au monde en étant soi-même, ça a du prix et ça vaut quelque chose. En démontant les super-héros, en montrant que c'est monsieur et madame tout le monde, on peut s'identifier aisément à monsieur et madame tout le monde, et voir s'ils sont trop dégradés, on va se sentir supérieur à eux et on va se dire que finalement on n'est pas si mal que ça. Quand on voit la stupidité de Perceval dans la série Camelot, franchement, c'est drôle. Hein. Vous êtes effectivement l'objet de Colibet. Colibet, il se fait expliquer le mot parce qu'il ne le connaît pas, et puis après, il va voir quelqu'un et dit, bah oui, moi j'en ai assez. Quelqu'un, c'est le roi. Oui, moi j'en ai assez d'être l'objet de Colifichet. Pardon? Mais non, vous ne pouvez pas être l'objet de Colifichet. Mais si, je vous assure, Colifichet, écoutez, ça commençait par colibri. Ah ben non, ça ne peut pas être colibri. Qu'est-ce que c'est un colibri? C'est un oiseau. Ah ben oui, mais comme les noms d'oiseaux sont des injures. Oui, c'est ça. Ben moi, j'en ai assez d'être l'objet des colibris. Hein. Donc, il y a en même temps tout un démontage sur le langage. On aime ou on n'aime pas. Hein. C'est l'absurde et c'est aussi le nonsense anglais qui prime et qui est intéressant. De la même manière que dans Les Visiteurs, on démonte toute une série de clichés de notre monde et aussi on remotive un certain nombre d'objets ou de situations auxquelles on ne prête plus attention tellement elles nous sont familières. Merci beaucoup de votre présence. D'autres questions? Je peux voir s'il y a quelqu'un qui a... Est-ce que à la maison, est-ce que vous avez des questions? Par les chats. Ah, par les chats ou sur le chat? Non, ok. Non, en fait, c'est la deuxième partie dont tu parlais, et on est en train d'y réfléchir. Peut-être que les questions vont revenir, nous aurons des suggestions au fur et à mesure, mais peut-être pas pour l'instant. Je voudrais éventuellement, parce que je suis allée vite dans cette fin d'exposé, vous dire que la première fois que j'ai vu la contestation à l'œuvre du monde arthurien, je me suis dit, c'est quoi ça, la première fois? Alors, c'était dans le film Robin des Bois, ça va, le monde arthurien. On peut considérer aussi que l'ouvrage, dans la mouvance,
de réécriture de chevalerie au XIXe siècle, met en scène un personnage qui n'est pas si éloigné que cela du monde arthurien. Dans le film Robin des Bois, sorti avec comme compagnon du héros Morgan Freeman, qui était inattendu, puisque jusque-là, les récupérations arthuriennes étaient des récupérations d'univers mâle, occidental, blanche, sexiste. Et donc, tout cela a été récupéré aussi politiquement à une certaine époque, et des discours politiques de divers hommes, de divers présidents américains ont été en fait, c'est comment ils ont été joués cette force, cette manière de s'opposer aux forces du mal, ambiantes et extérieures, de demeurer à l'extérieur, bien évidemment. Et c'est intéressant parce que on a voulu montrer que le monde arthurien, ce n'était pas que cela, et que cela pouvait être aussi un monde, que c'était des choix, et qu'on n'était pas obligé de faire ces choix toujours et partout, et qu'on pouvait monter un monde beaucoup plus dégagé, un monde avec des gens de toutes couleurs de cheveux, de toutes couleurs de peau, de tout genre, qui n'étaient pas forcément binaires, comme on dit aujourd'hui, et qui n'étaient pas non plus forcément américains. A été réexploité, vous vous en doutez, la translatio imperii studi, je vous ai dit, ça partait de Grèce pour aller en Italie, en France, puisque c'est en Angleterre et en France, mais ça a été récupéré par les États-Unis, à l'ouest, toujours plus à l'ouest, hein, c'est le pendule du professeur Tournesol qui nous le dit d'ailleurs. Il faut aller encore plus à l'ouest, et à l'ouest de l'ouest, eh bien, il y a les États-Unis. Et donc, les États-Unis se sont montrés comme le dernier pays où pouvait s'opérer cette translation du pouvoir et de la culture. Et ça, c'était intéressant. Et donc, il y a eu une remise en cause assez forte. Hein. On aime ou on n'aime pas, on peut se dire « Oh là là, mais où est passé mon chrétien de Troie? Qu'est-ce que c'est que ce Lancelot qui est une fille? Qu'est-ce que c'est que ce Perceval qui est un imbécile? Ou ce Lancelot qui est mauvais, méchant, nuisible? » Mais finalement, il y a cela aussi en germe dans les textes médiévaux. Et par choix, les auteurs, à une époque donnée, 60, 80 et encore jusqu'à aujourd'hui, ont fait le choix de développer ces facettes, mais on peut tout aussi bien faire le choix de développer d'autres facettes comprises dans ces histoires. Voilà. Donc vous avez forcément des tas d'exemples que je n'ai pas cités, mais qui sont les vôtres et qui sont évidemment valables et qui vous permettront d'enrichir votre réflexion, que vous travaillez sur le sujet ou non. Voilà. Merci. Merci de votre présence. Merci nous espérons que cela va être le point de départ pour une réflexion, parce qu'en fait, c'est la mouvance de l'université. Donc, allez-y. Merci. Merci beaucoup.